Lieutenant Colonel X avec Jacques Léger, mission et méthode technique spéciale des services secrets au XXIe siècle. Sommaire, avant-propos, introduction, rôle connu et méconnu des services secrets, les missions du XXIe siècle, ressources humaines, organisation, hiérarchie des services secrets et de leur réseau, de la source inconsciente au cadre des services secrets, de la vie de l'employé des services secrets, de la vie de l'agent clandestin, profil de recrue, l'avocat et le psychiatre piliers des services secrets, méthode de surveillance, méthode de recrutement et de formation, contrôle des sources des correspondants et leur manipulation des individus, les méthodes modernes d'élimination des individus, l'élimination sociale, l'élimination physique, du contre-espionnage à l'intelligence domestique, influence, la manipulation des groupes d'individus, influence et contre-influence, de l'usage et de la surveillance de la culture, de la de l'usage et de la surveillance des médias de masse, de l'usage de la surveillance de l'Internet. Conclusion, service secret, monde sans loi. De l'usage et de la surveillance de l'Internet. Beaucoup de choses ont été déjà dites dans les précédents chapitres à propos de l'usage qui peut être fait de l'Internet par les services secrets. Ces premières informations sont probablement venues compléter une connaissance de base du lecteur déjà riche concernant ce sujet très prisé de l'actualité, acquise grâce aux lectures d'articles de presse et livres, à quelques programmes télévisés par le recoupement d'informations ouvertes, puis par la déduction, il est souvent possible d'accéder à des connaissances plus confidentielles. C'est ainsi que procèdent les analystes des services secrets, car car même ceux qui n'ont pas toujours la chance de recevoir des informations secrètes, c'est pourquoi, une fois de plus, nous nous passerons nous passerons en revue que les faits méconnus confirmeront ou informeront les éventuels soupçons du lecteur. Tout d'abord, il est exact que tous les services secrets des pays occidentaux surveillent étroitement les échanges entre les individus par Internet, plus encore à l'intérieur des frontières de leurs pays respectifs qu'à l'extérieur. Dans une large majorité de cas, cela ne veut pas dire pour autant que des systèmes automatisés très performants et de nombreux employés des services secrets agissent dans le secret de quelques bâtiments administratifs parviennent à surveiller chaque utilisateur d'Internet. Nous sommes bien loin d'une telle performance. En effet, les services secrets chargés de la surveillance de l'Internet ne surveillent tout d'abord que la couche superficielle et visible des activités Internet, c'est-à-dire les sites, les blogs, les forums de discussion. Il n'existe pas dans aucun pays de surveillance systématique des mails de toute la population. C'est systématiquement impossible et ça le restera pour longtemps. Les cybercafés, les bibliothèques municipales demeurent cependant très surveillées pour évidentes raisons. Selon les pays, cette surveillance peut être plus ou moins automatisée et plus ou moins efficace, mais dans tous les cas, on trouve une surveillance humaine et thématique effectuée à la fois par des employés à temps plein des services secrets et par des agents extérieurs qui prennent en charge cette tâche depuis leur domicile personnel ou depuis des petites entreprises privées. Il faut ajouter à cette surveillance humaine les entreprises privées et organismes parapublics et publics qui se présentent comme des centres de recherche, des think tanks, des cabinets, bureaux d'études de conseillers spécialisés, lesquels collectent et rassemblent des informations glanées par l'Internet dans le cadre des domaines qu'ils étudient en particulier et respectivement. Ces acteurs sont en contact régulier avec les interlocuteurs
des services secrets de leur pays. Nous avons vu comment et pourquoi dans un chapitre précédent. Les acteurs humains de ce premier réseau maillé de surveillance de l'Internet trébuchent très régulièrement sur des informations jugées intéressantes et potentiellement intéressantes ou insolites, écrites et photographiées ou filmées par des individus isolés. Lorsqu'une seconde lecture confirme que l'une de ces informations est intéressante, comme alors une recherche de sa source, c'est-à-dire de l'identité réelle de son acteur, et à ce moment-là, les services secrets ont couramment accès aux bases de données des différents opérateurs téléphoniques de fournisseurs d'accès à Internet, sauf lorsque les adresses e-mail et IP trouvées correspondent à des pays étrangers. Si l'adresse est étrangère et si la nature de l'information trouvée le justifie, une première investigation peut être lancée pour tenter d'en savoir plus sur l'auteur, laquelle s'apparente à un travail de détective. Les résultats de cette première recherche permettent tout d'abord de déterminer si l'utilisateur de l'adresse est un individu ordinaire ou un autre plus compétent qui a tout fait pour masquer ses traces. Le second cas indiquerait qu'il peut s'agir d'un hacker indépendant ou membre d'un réseau, peu importe, d'un agent secret, d'un activiste politique ou religieux potentiellement dangereux, parce qu'il sait comment masquer ses traces, et autre chose de même genre. À partir de là, l'association entre la nature de l'information révélée et le fait que son auteur cherche à masquer ses traces confirmera qu'une investigation approfondie et si possible une surveillance sont acquises. À partir de là, l'association entre cette investigation et cette surveillance seront alors confiées à un spécialiste formé aux techniques du hacking, lequel pourra apporter d'autres réponses à l'issue d'une durée qui peut être très variable, de quelques heures à plusieurs mois. En effet, les chances d'identifier l'auteur dépendront grandement de qu'il se manifeste fréquemment ou pas, et aussi bien sûr de sa capacité à masquer ses traces. Par exemple, il existe depuis déjà plus de 10 ans des logiciels particuliers qui sont conçus pour changer en permanence l'adresse IP d'un ordinateur, éventuellement son adresse MAC. Si l'auteur de l'information est impliqué dans une action relevée du droit commun ou du terrorisme, il sera possible d'obtenir la collaboration des services secrets d'autres pays, ou plus exactement de leurs services de police spécialisés dans la lutte contre la fraude informatique et le piratage. Et cette collaboration sera possible même si les relations courantes entre les deux pays ne sont pas très bonnes, car en dépit des mésententes qui peuvent exister entre deux pays, les collaborations policières inter-États continuent de fonctionner. Ce dernier fait qui peut surprendre doit au souci de maintenir les apparences de bonnes relations diplomatiques et à celui de ne pas tomber sous le coup d'une accusation d'encouragement du terrorisme ou d'activités criminelles. Le recrutement anonyme de hackers et de terroristes nationaux ou étrangers, peu importe, à des fins de les manipuler est devenu chose courante depuis déjà quelques années. C'est au lecteur de se demander quelle mouche peut bien piquer les auteurs d'attaques par l'Internet contre certaines entreprises et administrations d'État, lesquelles peuvent paralyser leurs serveurs informatiques ou rendre impossible l'accès à leur site web. L'alibi des anarchistes et autres Anonymous n'abuse aucun service secret. En effet, des attaques de cette ampleur ne se produisent pas vraiment régulièrement, mais ponctuellement.
Elle implique généralement un nombre de hackers relativement important qui, qui agissent en concert et de manière très organisée. Par exemple, le KGB fut le premier pays à recruter des hackers, comme la plupart des services secrets, tout d'abord pour voler des données informatiques sensibles dans les serveurs informatiques de la défense américaine et vice-versa, et dans ceux d'entreprises privées produisant du matériel militaire et informatique, etc. Le but de ce chapitre n'est pas d'expliquer le hacking en particulier. Le lecteur qui s'intéresse plus particulièrement à ce sujet trouvera de nombreux ouvrages rapportant spécifiquement. S'il s'avère que l'auteur de l'information qui a provoqué une enquête n'est ni un hacker, ni un terroriste, ni même un délinquant de droit commun, mais plutôt un simple citoyen mécontent, alors celui-ci sera bien vite identifié et il fera l'objet d'une surveillance régulière. Toujours, le citoyen mécontent sera manipulé afin de diriger vers de faux groupes de mécontents régulièrement créés et entretenus par les services d'intelligence domestique spécialement pour répondre à ce type de problème, ainsi que nous l'avons expliqué dans un précédent chapitre. Ce dernier cas nous offre une occasion de nous attarder un peu sur les sites web, blogs, forums et autres pages de réseaux sociaux. Il faut comprendre que par principe, pour autant dire, les services secrets chargés de l'intelligence domestique ne laissent jamais faire seuls les auteurs de propos contestataires par l'Internet. Le plus souvent, les expressions et manifestations de mécontentement susceptibles de séduire et fédérer des groupes d'individus sont repérées, voire anticipées par l'intelligence domestique qui, rappelons-le, est précisément chargée de cette mission. C'est à l'occasion de ce genre de circonstances que la véritable surveillance de l'Internet par l'État, tel que le lecteur l'imagine peut-être déjà, se manifeste vraiment et implique la surveillance des activités Internet des individus et ultimement d'un assez grand nombre d'entre eux. Cependant, la surveillance des individus sur Internet a ses limites. Celles-ci sont bel et bien physiques et non virtuelles. Même les services secrets les plus puissants et les plus riches du monde ne peuvent envisager de recruter autant de surveillants qu'il peut y avoir d'individus à surveiller. C'est pourquoi les services d'intelligence domestique s'efforcent de créer et de promouvoir autant de sites web et de blogs, de forums, de pages sur les réseaux sociaux qu'il peut y avoir des thèmes, de formes de contestation, de revendication dans un pays et ses créations et promotions ne concernant pas exclusivement les thèmes perçus comme des menaces, puisqu'ainsi que nous l'avons vu au moment de découvrir l'influence culturelle, les tendances sociales et culturelles de la masse doivent être orientées pour correspondre à celles définies par les instances politiques et dirigeantes. Du point de vue technique, les créations de ces pôles d'attraction virtuels sur l'Internet, assimilables à des miroirs aux alouettes, sont dans une large majorité de cas pris en charge par des agents, non pas des employés à temps plein des services secrets, à la mention de beaucoup de ses collaborateurs webmasters se poursuit physiquement sur le terrain, au forum, en ligne politique extrémiste correspondant aux actions clandestines physiques d'un faux mouvement extrémiste, à celui traitant d'aéronautique correspondant une cellule clandestine de veille technologique, blog sur le même sujet, etc. Ainsi, l'internaute qui se réclame anarchiste
pourra même trouver des sites et blogs, forums, pages de réseaux sociaux anarchistes de droite, anarchistes modérés, et que l'on ne veut pas qu'il fasse. Lorsque l'internaute est accueilli par l'un de ses pôles d'attraction, ses nouveaux amis virtuels lui apprennent peu à peu à modérer sa revendication et l'anarchiste de droite finira par fréquenter physiquement un parti politique de droite tout court. Et car s'il refuse d'adhérer à la pensée du groupe qu'il aura rejoint, il sera ignoré ou traité par le mépris, banni. S'il s'en révolte, il sera encouragé, flatté. Tout au contraire, s'il s'adapte, il se montre d'accord pour adhérer à la pensée du groupe. Bien entendu, quelques-uns de ces individus en quête de gens qui pensent comme eux se montrent assez intelligents et clairvoyants pour déceler ces pièges, c'est inévitable. Mais alors qu'ils tentent de réagir ou de se révolter en créant leur propre site et blog, forum, etc., ils sont toujours bien vite repérés, étiquetés comme agents d'influence, une action de contre-influence et aussitôt entreprise contre eux. Dans de tels cas, ces actions de contre-influence commencent généralement par les formes de harcèlement mineur que se limitent à l'action virtuelle sur l'Internet, des inconnus qui se présentent à eux comme des sympathisants à leur cause les rejoignent. Ces derniers ignorent de différentes manières, certains par une inexplicable passivité, car ils ne sont là que pour surveiller l'activité en vue de donner des instructions appropriées. Et à ceux qui sont plus actifs et d'autres détournent le sens des éventuels débats et discussions, ils se feront insupportablement mesquins, et d'autres joueront de rôles d'idiots, d'incultes et de doudingues, épris de théories de conspiration mondiale par une société secrète ou par les extraterrestres, pour discréditer la démarche de tout le groupe, ainsi dissuader des individus ordinaires qui auraient été tentés sinon de se rejoindre à la discussion, parfois à la tentative de discussion va jusqu'à des prises de contact spontanées par des agents qui cherchent. Je répète, parfois la tentative de dissuasion va jusqu'à des prises de contact spontanées par des agents qui cherchent à faire croire qu'ils sont de véritables terroristes. Une méthode particulièrement efficace pour faire fuir n'importe qui. Par ailleurs, tout sera entrepris pour que l'existence du site ou du forum se trouve pas de caisse de résonance ailleurs, ce qui construirait sinon une promotion que les spécialistes chargés de ce harcèlement virtuel, harcèlement virtuel, ça veut dire cyberharcèlement, redoutent par-dessus tout. Concernant ce dernier point en particulier, si même la connexion Internet de l'auteur du site ou du forum a été mise sous surveillance parce qu'il a été estimé que sa dangerosité justifie cette mesure exceptionnelle, alors il sera possible de connaître en temps réel toutes les actions de publicité qu'il entreprendra, puis de le contrer les unes après les autres systématiquement. Le lecteur aura peut-être remarqué,
à la lecture des explications qui viennent de lui être apportées, la présence à nouveau d'une action psychologique inspirée par les démonstrations du chercheur Ivan Pavlov. L'individu qui se conforme et se soumet à la pensée collective du groupe dominant est récompensé par la flatterie et l'acceptation par le groupe. Sinon, il est puni par l'isolement, puis par le rejet par le groupe. Puis, si cela ne suffit pas encore, par des actions hostiles. Lorsque nous entrons de plein pied dans l'action de contre-influence sur Internet, des techniques et méthodes plus hostiles encore peuvent être entreprises. En voici quelques exemples. Des spécialistes du hacking qui peuvent être très employés à plein des services secrets, ou des agents ou des hackers indépendants manipulés peuvent leurrer l'auteur d'un site web en lui soumettant un faux programme de mise à jour de ses applications informatiques, lesquelles en réalité un utilisateur de logiciels de type client-serveur. Ce petit programme informatique permettra de prendre à distance le contrôle de l'ordinateur, ainsi l'infecté à n'importe quel moment. Ce téléchargement pourra aussi concerner un programme capable de mettre hors service l'ordinateur, plus ou moins durablement et plus ou moins gravement. En règle générale, ces programmes ont été conçus pour ne pas agir sitôt leur téléchargement effectué. Ceci afin que le propriétaire de l'ordinateur ne puisse pas formellement établir une relation de cause à effet, et puis en faire part à des amis pour les avertir. Depuis quelques années, les fournisseurs d'accès à Internet offrent la possibilité aux autorités des possibilités techniques d'intrusion dans les ordinateurs connectés qui permettent de garder à distance et en temps réel les sites que consultent leurs propriétaires et même les chaînes de télévision câblées qu'ils regardent. Et les possibilités techniques dans ce dernier cas offrent plus encore, mais il y a plus agressif en effet, surtout qu'un programme informatique de type client-serveur a été introduit dans l'ordinateur d'un individu qui est devenu une cible. On peut alors expédier discrètement vers le disque dur de celui-ci des fichiers compromettants, après quoi ces fichiers pourront être utilisés comme preuve à charge si le lancement d'une enquête officielle est organisé. Il s'agit ici de créer les conditions d'un chantage visant à obtenir une collaboration par la contrainte. Lorsque des méthodes plus douces n'ont rien donné, les services d'un pays d'Europe de l'Ouest et particulier recourent ponctuellement à cette astuce. Dans ces cas, des fichiers photographiques de nature pédophile réunis dans un dossier sont placés à un niveau d'abondance, d'arborescence du disque dur que le
que le propriétaire de l'ordinateur n'a ordinairement pas de raison de consulter, toujours en utilisant un programme de prise de commande à distance d'un ordinateur, le client, par un autre, le serveur. Il arrive que l'on fasse effectuer à celui-ci des actions légalement répréhensibles en utilisant pour ce faire le réseau Internet par exemple, diriger des actions de piratage informatique contre des sites de gouvernement, lesquels portent ensuite plainte contre le propriétaire de l'ordinateur qui a été utilisé. De telles opérations de compromission ne sont cependant tentées que contre des individus ayant une connaissance technique avancée et avérée de l'informatique et des réseaux informatiques, afin que l'accusation qui suivra sera plausible devant un tribunal. Cependant, les deux dernières méthodes de compromission que nous venons de voir ne remontent que rarement en justice puisque leur unique but sont un chantage. Rares sont les individus qui, s'étant ainsi faire prendre, refusent de collaborer. Dans le cas de toutes ces attaques, les logiciels antivirus sont impuissants. Et puisque c'est l'utilisateur lui-même qui aura autorisé l'installation et le fonctionnement régulier d'un programme finalement très ordinaire de type client-serveur, lequel n'est pas un virus. Voici maintenant l'anecdote d'une surveillance lourde d'un individu fortement soupçonné d'une action d'espionnage d'un type particulier au profit d'un pays étranger. Une petite enquête fait de placer un contact du service de contre-espionnage dans l'environnement familial du suspect, lesquels pourront ensuite être utilisés pour manipuler son fils et le faire se compromettre lui-même. Un bon motif de chantage, souvent très efficace contre un père. Là, on découvrir que l'un des amis réguliers du fils de ce suspect achètera régulièrement des accessoires de mode sur eBay dans des contrefaçons de grandes marques. La première occasion fut alors saisie sans tarder. Il s'agit d'un achat d'une ceinture d'une grande marque neuve. Un correspondant du service employé de douane établit bien vite qu'elle était forcément une contrefaçon. Lorsque la ceinture arrivera par la poste, le jeune garçon âgé de 18 ans, quant à lui, fut invité à venir se présenter au bureau des douanes de sa ville. Là, il ne fut pas reçu par un douanier, mais à son insu par un employé des services de contre-espionnage qui lui donna le choix entre une collaboration sans grand danger et une lourde amende. Et rien de plus menaçant pour cela. Le jeune homme acceptera aussitôt. C'est ainsi qu'il devint du jour au lendemain un agent du contre-espionnage infiltré dans l'entourage familial de la cible. Peut-être le lecteur n'ignore-t-il pas qu'il existe une véritable guerre secrète de l'Internet qui englobe même l'informatique en général entre les services secrets de différents pays. Cette guerre n'est pas récente. On peut dire qu'elle a commencé dès l'apparition des premiers ordinateurs, tels que nous la connaissons aujourd'hui. Avant le boom de l'Internet qui commença vers 1995 en France, avec une baisse significative des tarifs de son accès, il y avait déjà une guerre de marques et des standards informatiques à marcher. Alors,
largement dominé par les États-Unis, les services secrets étaient déjà fortement impliqués dans ce marché, un point que l'on peut dire que ce sont eux qui ont influencé les tendances et les évolutions. L'enjeu était formidable à plusieurs égards. Tout d'abord, tous les gouvernements comprenaient que l'ordinateur était un moyen d'influence culturelle très fort. Et ils comprenaient aussi que le standard informatique dominant conditionnait nécessairement les modalités du travail d'un grand nombre de professeurs, sinon de toutes les professions, c'est-à-dire l'économie. Enfin, l'ordinateur jouait un rôle très important dans le monde des services secrets, et pour cause, puisque les militaires et les services secrets furent les créateurs de leur premier ordinateur, lesquels survinrent à décrypter les messages codés en temps de guerre. Ce dernier point faisait terriblement craindre aux services secrets de quelques pays d'Europe, à ceux de la France en particulier, que les États-Unis en arrivent un jour à être les uniques constructeurs d'ordinateurs du monde, et aussi de leur système d'exploitation. La France tenta d'imposer au marché sa propre marque de matériel informatique Bull, avec le concours, timide il faut le préciser, des services secrets allemands, le BND. Puis, durant la seconde moitié des années 1990, les services secrets français et allemands s'unissent plus fortement pour tenter d'aider la promotion en Europe du système d'exploitation Linux et des logiciels dits libres. De nombreux chercheurs universitaires et même étudiants en informatique furent contactés activement pour qu'ils prennent activement part à la promotion du standard Linux dans le monde. En devenant des évangélistes en France, le pôle universitaire Léonard de Vinci à Paris La Défense fut fréquemment choisi pour mettre en contact jeunes étudiants en informatique et évangélistes des services secrets. Dans le même temps, une opération de propagande noire de grande envergure fut lancée contre la société américaine Microsoft. Quelques petites années auparavant, les services secrets français avaient réussi à exercer un contrôle des ordinateurs futurs de la société américaine Sun Microsystems et avaient largement infiltré avec succès la société Apple Inc. La Russie joua également un rôle très important dans cette guerre, mais celle-ci sut se faire plus discrète en utilisant pour cela son pouvoir d'influence dans quelques pays pour le faire se montrer à sa place sur la front des différentes batailles de l'informatique. L'action de sabotage fut d'ailleurs une composante importante du front contre la société Microsoft et contre son système d'exploitation Windows, en particulier avec la création des milliers de virus informatiques de toutes sortes, témoigne aujourd'hui de l'ampleur de cette offensive qui mobilisera des ingénieurs informatiques de plusieurs pays. Le nombre comparativement très faible de virus informatiques qui furent créés pour attaquer les systèmes d'exploitation des ordinateurs de la marque Apple. La guerre de l'Internet spécifiquement se déroulera et se déroule toujours d'une manière différente puisque son réseau mondial n'est réellement dominé par aucune entreprise en particulier. Chaque pays est le maître des réseaux Internet physiquement présents à l'intérieur de ses frontières. Ces batailles sont menées par de véritables armées de hackers qui recourent à différentes techniques. On peut citer le continuel développement de virus de chevauteau 3, informatique
devant permettre un contrôle ou un sabotage d'un serveur informatique à distance d'intrusion, devant permettre des vols de données informatiques confidentielles, militaires, technologiques, financières et banquiers, etc., de piratage de grand nombre d'ordinateurs personnels appartenant à des particuliers pour en faire des vastes armées de robots unissant leurs capacités de calcul et leurs connexions à l'Internet respectives pour mener des offensives contre les serveurs de grandes entreprises privées et d'administration gouvernementale, d'attaques du type bot à l'aide de programmes informatiques effectués rapidement des tâches répétitives pour saturer des serveurs informatiques et des sites web. Comme conséquence logique de cette guerre, une nouvelle bataille, plutôt de nature commerciale celle-ci, s'est apparue sur le marché des logiciels antivirus, car le lecteur sans doute, à ce stade de ce chapitre, quasiment chaque pays redoute que l'éditeur d'un logiciel antivirus puisse utiliser son programme pour espionner le contenu des ordinateurs qu'il est censé protéger, puisque celui-ci doit avoir couramment accès à l'Internet pour pouvoir régulièrement réactualiser sa base de données de virus connus et même inspecter le contenu des ordinateurs clients. Il y a aussi le soupçon qu'un éditeur de logiciel antivirus puisse manquer de détecter la présence d'un virus informatique ou d'un petit programme de collecte de données qui pourra avoir été créé par les services secrets de son pays. Dans les faits, ces éditeurs de programmes antivirus ne risquent pas, car on imagine quelles seraient les conséquences pour ceux-ci si un chercheur en informatique venait à trouver puis à révéler l'existence d'une faille de ce genre. Depuis très peu de temps, tous les faits que nous avons d'évoquer, toutes ces attaques, toutes ces stratégies tactiques et inquiétudes concernent également les téléphones portables et les tablettes de lecture, parce que ces derniers matériels ont acquis des capacités qui ont donné lieu à de nouveaux usagers, identiques à ceux des ordinateurs. Unanimement, les experts concernés des services secrets de tous les pays du monde redoutent une attaque massive par l'Internet lancée par un autre pays, voire par un groupe de plusieurs pays qui paralyserait totalement et simultanément l'économie comme la société dans son ensemble. Pour prévenir les intrusions informatiques et autres formes d'attaques, les services secrets de tous les pays ont trouvé depuis longtemps un moyen simple. Leurs réseaux d'ordinateurs ne se sont pas connectés à Internet. Typiquement, dans un bâtiment des services secrets abritant tant une direction ou tout un service, chaque ordinateur est connecté à un serveur local qui n'est lui-même pas connecté à Internet. Le tout forme un réseau appelé intranet. Même le directeur de ce service et par conséquent tous ses cadres subalternes ne peuvent accéder à Internet, ce qui est souvent contraignant lorsqu'un employé de l'un de ces services a vraiment besoin d'accéder à Internet. Il doit alors se rendre dans une pièce où se trouve un ou plusieurs ordinateurs qui sont connectés à l'Internet, mais pas au réseau intranet, et qui ne servent qu'à cet usage de consultation, comme les postes informatiques individuels présents dans les bureaux de ces bâtiments ne possèdent ni lecteur, graveur CD-ROM, ni connexion USB ou autre. Les informations trouvées sur Internet doivent donc être imprimées sur papier dans des salles de consultation, puis être retapées au clavier lorsque cela est nécessaire.
comme le ferait une secrétaire dactylo. Faut dire aussi que les employés des services secrets sont souvent équipés de postes informatiques et de logiciels fort anciens. C'est tout spécialement le cas de ceux des services français par exemple. Précisons que ces mesures défensives et préventives qui semblent certainement extrêmes du point de vue du non-initié, visant également à prévenir le vol toujours possible d'informations sensibles par un employé ou l'infection de l'ensemble du réseau Internet par un employé qui apporterait sur son lieu de travail ses propres données informatiques ou un logiciel ou enfin le transfert de données par la clé USB entre un ordinateur d'une salle de consultation de l'Internet à un poste informatique du bureau relié à l'intranet.